Pensez-vous connaître cette histoire? Un long cou perçant la brume d'un lac écossais. Une photographie en noir et blanc granuleuse devenue une icône. Des débats sans fin entre croyants et sceptiques. La légende du monstre du Loch Ness est un conte familier que l'on nous raconte depuis notre enfance. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce conte n'est qu'un écran de fumée, un rideau de fumée cachant une histoire bien plus étrange et troublante? Une histoire impliquant non seulement les habitants locaux et des cryptozoologues excentriques, mais aussi des saints du XVIe siècle, le renseignement militaire britannique, des laboratoires génétiques de pointe et même les lois de la physique quantique. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seront la meilleure façon de nous remercier. Merci numéro 1. En 1972, au cœur de la guerre froide, un groupe de scientifiques, utilisant une technologie de prise de vue sous-marine ultra secrète, a obtenu une image. Ce n'était pas une autre photographie floue, c'était une image claire et détaillée. Et ce qui y était représenté a fait taire même les sceptiques les plus endurcis du gouvernement britannique. L'image a immédiatement été classée secret défense. Elle ne correspondait à aucune des versions. Elle ne ressemblait ni à un plésiosaure ni à un énorme anguille. Elle ressemblait à quelque chose d'autre. Quelque chose qui suggérait que dans les sous sombre, cette tourbeuse du tourbeuse du Loch Ness se cachait non seulement un animal inconnu, mais une anomalie qui défie notre compréhension même de la réalité. C'est une enquête, pas un simple récit de mythe. C'est une dissection de l'affaire la plus ancienne et la plus froide de l'histoire de la cryptozoologie. Nous plongerons dans des archives que vous n'avez jamais entendues. Nous analyserons des données qui ont été classées secrètes pendant des décennies et nous tenterons de répondre à la question principale. Que cache réellement le Loch Ness? La réponse sera beaucoup plus choquante et fondamentale que n'importe quelle histoire de monstre préhistorique. Parce que le véritable mystère ne réside pas dans ce qui vit dans le lac, mais dans pourquoi il y vit. Pour comprendre le mystère du Loch Ness, nous devons d'abord faire un voyage dans le temps. Mais pas en 1933 lorsque le mythe moderne est né, mais beaucoup plus profondément au VIe siècle de notre ère. Dans un monde qui était complètement différent. L'Écosse n'était pas encore l'Écosse, c'était la Calédonie. La terre des Pictes, des guerriers statués et féroces qui adoraient encore les anciens dieux de la terre et de l'eau. L'Empire romain s'était effondré laissant un vide de pouvoir et le chaos. Et d'Irlande à travers la mer agitaient des missionnaires d'une nouvelle foi, le christianisme, arrivés sur ces côtes sauvages. Et le plus puissant d'entre eux était un homme nommé Columba. Columba n'était pas un prédicateur doux. C'était un aristocrate, un guerrier et un politicien exilé d'Irlande pour avoir déclenché une guerre sanglante et pour avoir tenté de copier un psaume. C'était un homme de foi ardente et de volonté de fer. En 563, il fonda un monastère sur l'île d'Iona, qui devint un tremplin pour la christianisation de l'Écosse. Et c'est dans sa vie, écrite un siècle plus tard par son successeur, l'abbé Adomnan, que nous trouvons la première mention écrite d'un monstre. L'histoire décrite dans le Vita Columbae est étonnante dans ses détails. Le saint Columba, voyageant à travers les terres des Pictes, approche de la rivière Ness qui s'écoule du lac. Sur la rive, il voit des habitants enterrer un homme qui, selon eux, vient d'être tué et emporté sous l'eau par une sorte de créature aquatique, l'Aquatilis bestia. Columba, désirant traverser de l'autre côté, ordonne à l'un de ses disciples, Luigne Mocumin, de nager jusqu'au bateau. Lorsque le disciple se trouve au milieu de la rivière, une créature surgit des profondeurs avec un rugissement et se précipite vers lui, la gueule grande ouverte. Les Pictes et les compagnons de Columba crient d'horreur, mais le saint sans fléchir lève la main, bénit l'air d'un signe de croix et ordonne d'une voix tonitruante « N'avance pas, ne touche pas cet homme, pars immédiatement !» Et la créature, comme effrayée par la voix du saint, recule et disparaît dans les profondeurs. Pendant des siècles, cette histoire a été considérée comme l'un des nombreux miracles attribués aux saints. Une classique hagiographie où le saint vainc les démons païens symbolisant l'ancienne foi. Le monstre dans la rivière n'est pas un animal réel, mais l'incarnation du paganisme qui recule devant la force de la croix. Mais que se passerait-il si ce n'était pas simplement une allégorie? Regardons cela à travers les yeux d'un historien. Adomnan était un chroniqueur méticuleux. Sa vie de Columba n'est pas simplement un recueil de contes, mais un précieux document historique décrivant la vie, la politique et les croyances des Pictes. Il l'a écrit pour des gens vivant dans la même réalité que lui. S'il avait simplement inventé cette histoire, elle n'aurait eu aucun poids. Elle devait s'appuyer sur quelque chose de réel, sur des croyances qui existaient déjà. Et elles existaient quand? Dans la mythologie celtique, l'eau a toujours été une frontière entre les mondes, le lieu de résidence d'êtres surnaturels. Le plus connu d'entre eux était le kelpie ou cheval aquatique.
un esprit démoniaque capable de prendre l'apparence d'un beau cheval attirant les voyageurs sur son dos, puis les emportant sous l'eau pour les dévorer. Dans le folklore écossais, presque chaque lac avait son propre monstre, son gardien. Ce n'était pas simplement des histoires terrifiantes. Ce était dans des mythes codifiant un danger réel. Le Loch Ness n'est pas un étang. C'est un immense plan d'eau sournois. Sa profondeur atteint 230 mètres. L'eau y est froide comme la glace toute l'année. Et ses rives escarpées créent un phénomène météorologique unique. L'air froid des montagnes peut soudainement descendre, créant des rafales de vent cycloniques qui soulèvent sur le lac une vague courte, raide et mortelle. Des milliers de personnes se sont noyées dans ces eaux sombres au fil de l'histoire. Les légendes de monstres étaient un moyen de transmettre ce danger de génération en génération. Un avertissement. Ne vous approchez pas de l'eau. La mort y réside. Que s'est-il réellement passé sur la rive de la rivière ? Naissent au XVIe siècle, peut-être que Columba a vraiment rencontré un gros animal, un énorme esturgeon, une bande de loutres qui dans l'eau trouble pouvait sembler être une seule créature. Ou peut-être qu'il a été confronté à quelque chose de plus puissant, à la foi. Il a vu des Pictes païens effectuer un rituel lié à l'esprit de l'eau. Et lui, en maître du théâtre politique, a utilisé ce moment. Il n'a pas simplement chassé le monstre. Il a montré aux Pictes que son dieu était plus fort que leur dieu. Il a accompli un acte de conquête spirituelle. Ainsi, l'histoire de Saint Columba n'est pas simplement la première mention d'un monstre. C'est le point de naissance de la légende sous sa forme historique et documentée. C'est le moment où l'ancienne peur païenne des forces de la nature a été capturée, réinterprétée et mise au service d'une nouvelle idéologie. Le monstre n'a pas été détruit. Il a été baptisé. Et il est parti dans l'ombre, dans les profondeurs de la conscience populaire, pour y dormir pendant près de 15 siècles, jusqu'à ce que le rugissement des moteurs et les explosions de dynamite ne le réveillent à nouveau. Pendant 13 siècles, le monstre a dormi. Il vivait dans les murmures près des cheminées, dans les contes que les grands-mères racontaient à leurs petits-enfants. Le Loch Ness n'était qu'un des nombreux lacs écossais beaux, sauvages et lointains. Les Highlands écossais étaient un monde isolé presque mythique, séparé du reste de la Grande-Bretagne, non seulement par des montagnes, mais aussi par un gouffre culturel. Atteindre cet endroit était un exploit, les routes n'étaient guère meilleures que des sentiers de chèvres. Mais au début des années 1930, la modernité a envahi ce monde perdu, avec le rugissement des moteurs et l'odeur de l'asphalte. Dans le cadre d'un programme gouvernemental de lutte contre le chômage pendant la Grande Dépression, la construction d'une nouvelle route A82 a été lancée qui devait traverser toute la côte ouest du lac reliant Glasgow à Inverness. C'était un projet d'ingénierie grandiose. Les ouvriers faisaient exploser des rochers asséchés, des marais, construisaient des ponts. Et pour la première fois de l'histoire, les rives du Loch Ness devenaient accessibles aux voitures. Cet événement qui peut sembler banal aujourd'hui est devenu le catalyseur qui a transformé le folklore local en un phénomène mondial. Soudain, des milliers de personnes, ingénieurs ouvriers, puis les premiers touristes, ont eu la possibilité de regarder le lac sous des angles qui n'étaient auparavant accessibles qu'à quelques bergers et pêcheurs. Ils regardaient sa surface lisse et trompeusement calme pendant des heures. Et le cerveau humain est conçu de telle manière que dans le chaos, il cherche l'ordre. Dans le jeu de lumière et d'ombre sur l'eau, il cherche des formes familières. Et il les a trouvées. Le 2 mai 1933, le journal Inverness Courrier, un modeste hebdomadaire local, publiait une petite note de son correspondant, Alex Campbell, qui était également huissier de justice et gardien du lac. L'article était intitulé « Un étrange spectacle sur le Loch Ness ». Il racontait l'histoire d'un couple local, les propriétaires d'un hôtel du village de Drumnadrochit M, et Madame Mackay, qui, en passant par la nouvelle route, avait vu une énorme agitation à la surface du lac, et comment l'eau bouillonnait et se déversait en cascade. Au centre de cette agitation, ils distinguèrent quelque chose ressemblant à un énorme animal semblable à une baleine. Campbell, pour rendre l'histoire plus colorée, utilisa pour la première fois le mot « monstre ». Cette petite note est devenue l'étincelle qui a allumé la mèche. Elle a été reprise par les journaux londoniens. Dans un monde tourmenté par la crise économique et la prémonition d'une nouvelle guerre, une nouvelle fraîche et captivante est apparue. Quelque chose de mystérieux, d'historique, vivait au cœur de l'Empire britannique. C'était le scoop parfait. Et quelques mois plus tard, en juillet 1933, un événement a eu lieu qui a définitivement façonné l'image moderne du monstre. George Spicer et sa femme des hommes d'affaires londoniens conduisent leur voiture sur la même route A82. Soudain devant eux, à environ 200 mètres, quelque chose traverse la route. Ce n'est ni un cerf ni une vache. C'est selon leurs mots
le plus proche d'un animal préhistorique qu'ils aient jamais vu. Ils décrivent une créature avec un long cou sinueux et un énorme corps maladroit sans membres visibles. Elle se déplaçait par saccades puis disparut dans les broussailles près du lac. Spicer était bouleversé. Son récit publié dans les journaux a eu l'effet d'une bombe. Maintenant, le monstre avait une apparence. Un long cou, un corps bossu, l'image d'un plésiosaure familière à beaucoup grâce à des livres populaires sur les dinosaures, s'est solidement ancré dans la conscience publique. Les rives du Loch Ness ont été envahies par un flot de touristes, de journalistes, d'aventuriers. Chacun voulait voir le monstre, et chacun le voyait. Les gens voyaient dans l'eau des troncs d'arbres, des groupes d'oiseaux, des vagues de bateaux. Et leur imagination alimentée par les articles de journaux complétait le reste. La folie Nessie a commencé. En 1933, le cirque de Bertram Mills a même offert une récompense de 20 000 livres sterling, aujourd'hui plus de 1,5 million de dollars, à quiconque capturerait le monstre vivant. Mais pour que la légende devienne immortelle, elle avait besoin de plus qu'un simple récit. Elle avait besoin d'une image, une icône. Et cette icône est apparue en avril 1934. C'est sans aucun doute la photographie la plus célèbre du monstre de l'histoire. Même si vous ne vous êtes jamais intéressé au Loch Ness, vous l'avez vu. Une image granuleuse en noir et blanc, une eau sombre et ondulante. De celle-ci s'élevant gracieusement se dresse un long cou mince avec une petite tête. Cette photo connue sous le nom de la photographie du chirurgien est devenue pour plusieurs générations une preuve irréfutable de l'existence de Nessie. Elle a été publiée dans le journal londonien Daily Mail le 21 avril 1934 et est instantanément devenue une sensation mondiale. L'auteur de la photo était Robert Kenneth Wilson, un respecté chirurgien-gynécologue londonien. Sa réputation était impeccable. Il n'était pas un chasseur de gloire ou un cryptozoologue excentrique. C'était un homme de science et cela conférait à la photographie un poids énorme. Wilson racontait qu'en passant le long du lac, il avait remarqué une agitation sur l'eau, avait arrêté sa voiture, avait saisi son appareil photo et avait réussi à prendre 4 clichés avant que la créature ne disparaisse. 2 d'entre eux se sont révélés réussis. L'un, le plus célèbre, il l'a vendu au journal. Pendant 60 ans, cette photographie a été le symbole des croyants en Nessie. Les sceptiques ont tenté de la discréditer. Ils disaient que cela pouvait être un oiseau plongeant une loutre ou simplement un tronc d'arbre, mais personne n'a pu le prouver. L'image était trop convaincante et la réputation de Wilson trop solide. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas, s'est révélée beaucoup plus sale et intéressante que n'importe quelle théorie. Et pour le découvrir, nous devons revenir quelques mois en arrière, en décembre 1933. Le Daily Mail surfant sur la vague de la folie et Nessie engage un célèbre chasseur de gros gibier, acteur et aventurier, Marmaduke Wetherell, pour trouver et tuer le monstre. Wetherell s'est enthousiasmé pour la tâche. Il arrive au Loch Ness, explore les rives et après quelques jours annonce qu'il a trouvé des traces. D'énormes empreintes à 4 doigts d'un animal géant. La nouvelle devient sensationnelle. Mais le triomphe de Wetherell est de courte durée. Des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle ayant examiné les empreintes arrivent à une conclusion dévastatrice. Ce ne sont pas les traces d'un monstre préhistorique. Ce sont des empreintes de pattes d'hippopotame. Quelqu'un avait simplement pris une patte d'hippopotame séchée, un souvenir populaire à l'époque utilisé comme support pour parapluie, et avait fabriqué de fausses empreintes sur la rive. Le Daily Mail, se sentant humilié, se moque publiquement de Wetherell. Il devient la risée de tout le pays. Et alors Wetherell décide de se venger, d'une manière cruelle élégante, et de sorte que sa vengeance entre dans l'histoire. Il rassemble une équipe de conspirateurs. Elle comprend son fils Ian et son beau-fils Christian Sperling, qui était un maître en fabrication de modèles. C'est Sperling qui crée le monstre. Il achète dans un magasin un sous-marin jouet et à partir de plastique, de bois et de plomb, il façonne un cou et une tête. La construction n'est pas très stable, mais elle est suffisante pour quelques photos. Ensuite, les conspirateurs avaient besoin d'un témoin respectable, une personne ayant une réputation impeccable pour présenter les photos. Et puis Wilson, comme si de rien n'était, les apporte au Daily Mail. Le journal qui se moquait de Wetherell hier encore publie maintenant triomphalement les preuves d'un docteur respecté. La vengeance a été accomplie. Le secret de cette mystification est resté caché pendant 60 ans. Les participants au complot l'ont emporté avec eux dans la tombe. Et ce n'est qu'en 1984, sur son lit de mort, que le Christian Sperling de 90 ans, celui-là même qui avait façonné le monstre, a décidé de se confesser. Il a transmis aux chercheurs les dernières preuves irréfutables, y compris les photographies originales non cadrées, montrant la ligne de rivage permettant de comprendre la véritable taille minuscule du monstre.
L'histoire de la photographie du chirurgien n'est pas simplement une histoire de falsification. C'est une histoire de la façon dont les médias fonctionnent, à quel point nous sommes prêts à croire en ce que nous voulons croire, surtout si cela est confirmé par une source autorisée. Cette photo créée par la vengeance, le ressentiment et un sous-marin joué a défini l'image de Nessie pendant un demi-siècle et a amené des milliers de personnes à croire au conte. Et elle a aussi, après sa révélation, poussé de véritables chercheurs à abandonner la chasse aux ombres et à se tourner vers la science sérieuse. Après la révélation de la photographie du chirurgien, il est devenu clair qu'il ne fallait pas croire ses yeux. Il fallait des oreilles capables d'entendre à travers l'eau sombre et tourbeuse. L'ère des sonars a commencé. La chasse aux monstres s'est transformée d'un passe-temps d'enthousiastes en une entreprise presque militaire sérieuse. Dans les années 1960, un bureau d'enquête sur le Loch Ness a été créé. C'était une organisation étrange mais très britannique, rassemblant des parlementaires, des scientifiques, des hommes d'affaires et simplement des passionnés. Elle était dirigée par le naturaliste et artiste Sir Peter Scott, fils du célèbre explorateur polaire Robert Scott. Ils ont déployé sur le lac un véritable réseau d'observation. Des postes fixes avec des caméras de cinéma, des patrouilles mobiles en bateau et surtout des sonars. Le sonar ou l'hydrolocalisateur est essentiellement un moyen de voir sous l'eau par le son. L'appareil envoie une impulsion sonore qui, en se réfléchissant sur des objets, revient. En analysant le temps et la nature de l'écho, on peut construire une carte acoustique du monde sous-marin. Dans les années 60, c'était une technologie militaire de pointe, et elle a commencé à donner des résultats troublants et inexplicables. Les opérateurs de sonar enregistraient encore et encore des contacts étranges. Ce n'étaient pas des bancs de poissons ni des troncs d'arbres. C'étaient de gros objets solitaires se déplaçant à grande profondeur, à grande vitesse, effectuant des manœuvres non caractéristiques de tout habitant connu du lac. Parfois, ils restaient en place, puis disparaissaient rapidement dans l'abîme. Parfois, plusieurs objets se déplaçaient de manière synchronisée, comme s'ils étaient en groupe. Le LN et B ont rassemblé des dizaines de ces enregistrements, mais ils n'avaient pas de confirmation visuelle. Ce n'étaient que des pics fantomatiques sur l'écran de l'oscilloscope. Les données les plus célèbres et controversées ont été obtenues dans les années 1970 par une équipe américaine dirigée par le Dr Robert Rines de l'Académie des sciences appliquées. Rines était non seulement avocat et inventeur, mais aussi un passionné de recherche sur Nessie. Il a amené au Loch Ness l'équipement le plus avancé, des caméras sous-marines synchronisées avec des sonars. L'idée était simple, dès qu'un sonar détectait un objet intéressant, une caméra avec un flash stroboscopique se déclenchait automatiquement. En 1972 et 1975, son équipe a obtenu une série d'images qui ont secoué le monde. La plus célèbre est la soi-disant photo de la nageoire. Une image floue et verdâtre de quelque chose ressemblant à une grande nageoire en forme de losange. D'autres photos montraient un corps bossu et même la tête d'une gargouille. Un gros plan de quelque chose avec deux excroissances en forme de cornes. Rines était convaincu d'avoir photographié un plésiosaure. Il a même donné au monstre un nom scientifique, le miracle du Loch, avec une nageoire en forme de losange. Ces photographies ont été publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses, y compris Nature. La victoire semblait proche, mais très vite les sceptiques ont riposté. Des analystes de la NASA, utilisant les technologies de pointe de l'époque en matière d'amélioration d'images par ordinateur, ont conclu que la nageoire était probablement simplement des sédiments de fond et que la tête était un tronc d'arbre en décomposition. Les images étaient trop floues et l'eau du Loch Ness trop trouble pour tirer des conclusions définitives. Le point culminant de l'ère des sonars a été l'opération Deep Scan en 1987. C'était l'étude la plus vaste du lac de l'histoire. 24 bateaux alignés en chaîne comme lors d'exercices militaires ont parcouru toute la longueur du lac, créant un rideau acoustique continu. Et ils ont trouvé quelque chose. Dans la région de la baie d'Urquhart, les sonars ont simultanément détecté un gros objet non identifié à une profondeur de 180 mètres. Il était beaucoup plus grand que tout animal connu dans le lac. Pendant quelques secondes, il est resté sur les écrans, puis il a disparu rapidement dans l'abîme où les sonars l'ont perdu. Les organisateurs de l'opération ont déclaré un contact probable. Mais les sceptiques étaient à nouveau sur leur garde. Ils ont souligné que cela pourrait être le soi-disant thermocline, une frontière nette entre des couches d'eau à différentes températures qui peut donner un écho erroné sur le sonar. Ou même les débris d'un bombardier Wellington qui s'était écrasé dans le lac pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ère des sonars s'est terminée sans résultat. Elle a soulevé encore plus de questions que de réponses. Elle a prouvé qu'il se passait quelque chose d'étrange dans le lac.
mais elle n'a pas pu dire quoi exactement. Les fantômes acoustiques continuaient d'échapper, laissant derrière eux seulement perplexité et frustration croissante. Il est devenu clair qu'un nouvel outil était nécessaire. Un outil capable non seulement d'entendre le monstre, mais de lire son code génétique. Après des décennies de chasse aux ombres avec des sonars et des caméras, il semblait que le mystère du Loch Ness était dans une impasse définitive. Mais, à l'aube du XXIe siècle, une révolution en biologie a donné aux chercheurs un outil dont ils n'avaient même pas osé rêver. Un outil capable de trouver non pas le monstre lui-même, mais sa trace invisible laissée dans l'eau. Cet outil est l'analyse de l'ADN environnemental ou eDNA. L'idée est géniale dans sa simplicité. Chaque être vivant habitant dans l'eau laisse constamment son matériel génétique dans celle-ci, des particules de peau, de la mucus, des excréments. L'eau du lac est essentiellement une soupe génétique diluée contenant l'ADN de tous ses habitants, d'une minuscule bactérie à un énorme brochet. Si l'on prélève un échantillon de cette eau, que l'on la filtre et que l'on analyse tout l'ADN trouvé avec des séquenceurs modernes, on peut dresser un inventaire complet de tout ce qui vit dans le plan d'eau. Sans voir un seul animal, on peut dire qui y vit. Et donc en 2018, une équipe internationale de scientifiques, dirigée par le professeur Neil Gemmell de l'Université d'Ottawa en Nouvelle-Zélande, a décidé d'appliquer cette technologie révolutionnaire pour rendre un verdict définitif sur l'affaire du monstre du Loch Ness. C'était la plus vaste et systématique étude biologique du lac de l'histoire. Pendant 2 semaines, ils ont prélevé 250 échantillons d'eau à différents endroits et à différentes profondeurs dans tout le lac. Puis, le travail minutieux en laboratoire a commencé. Les scientifiques ont extrait des milliards de fragments d'ADN de l'eau et les ont comparés à des bases de données génétiques mondiales. Les résultats ont commencé à arriver. Ils ont trouvé de l'ADN humain, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du nombre de touristes de chiens, de moutons et de vaches des fermes environnantes. Ils ont trouvé de l'ADN de dizaines d'espèces d'oiseaux, de cerfs de blaireaux. Ils ont trouvé de l'ADN de 11 espèces de poissons, y compris le saumon, la truite, le brochet et l'anguille. Ils ont trouvé de l'ADN de centaines de bactéries et d'algues. Ils ont dressé un tableau incroyablement détaillé de l'écosystème du lac. Mais ils n'ont trouvé qu'une chose. Ils n'ont trouvé aucun ADN de plésiosaures. Aucune trace de reptiles marins préhistoriques. Ils n'ont trouvé aucun ADN de requins polaires groenlandais ou d'énormes esturgeons, d'autres candidats populaires pour le rôle de Nessie. La théorie du dinosaure survivant a été définitivement génétiquement enterrée. On aurait pu penser que c'était la fin de l'histoire. Le mystère est révélé, pas de monstre, mais Gemmell et son équipe ont découvert quelque chose d'autre, une anomalie frappante. Dans absolument chaque échantillon d'eau prélevé à n'importe quel endroit du lac, ils ont trouvé de l'ADN d'anguilles européennes. Et il y en avait incroyablement beaucoup. Les anguilles sont très nombreuses dans le Loch Ness, a déclaré Gemmell. L'ADN d'anguille a été trouvé presque dans chaque endroit que nous avons étudié. Et cela l'a conduit à une nouvelle hypothèse élégante et scientifiquement fondée. Que si le monstre du Loch Ness n'était pas un plésiosaure mais simplement une énorme anguille, cette idée n'est pas nouvelle. Elle a été avancée auparavant. Mais maintenant elle avait une confirmation génétique. Les anguilles européennes sont des créatures étonnantes. Elles nestent dans la mer des Sargasses dans l'océan Atlantique. Leurs larves dérivent pendant 3 ans avec le Gulf Stream vers les côtes de l'Europe. Ensuite, elles remontent les rivières et vivent dans des eaux douces comme le Loch Ness pendant 10, 20, parfois même 50 ans avant de retourner dans la mer des Sargasses pour frayer. En général, elles atteignent une longueur de 60 à 80 cm. Mais il est connu que certaines d'entre elles, surtout si elles ne peuvent pas migrer à nouveau vers l'océan pour une raison quelconque, continuent de grandir et peuvent atteindre des tailles gigantesques. Des anguilles de 2 à 3 mètres de long ont été capturées dans les rivières européennes, et certains de leurs parents marins, comme le congre, peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres. Maintenant, imaginez une anguille de 4, 5 ou même 6 mètres dans les eaux sombres et troubles du Loch Ness. Son long corps serpentiforme ondulant à la surface peut facilement être pris pour une série de bosses. Sa tête sortie de l'eau pour respirer dans de mauvaises conditions de visibilité peut sembler être une tête sur un long cou. Et son mouvement à grande profondeur peut donner exactement ce signal étrange et allongé qui a tant troublé les chercheurs. L'hypothèse de l'anguille géante explique élégamment la plupart des observations sans recourir à des monstres préhistoriques. Elle est fondée sur un habitant réel et abondant du lac. Elle ne prouve pas que de telles anguilles géantes existent réellement dans le Loch Ness. Aucune n'a été capturée jusqu'à présent, mais elle indique que c'est biologiquement possible et que parmi toutes
toutes les théories sur Nessie, c'est la seule qui ne peut pas être complètement exclue. L'analyse génétique n'a pas trouvé de monstre, mais elle a trouvé son double idéal. Ainsi, la science a rendu son verdict, pas de plésiosaure. Il est probable que derrière la légende se cache soit une anguille géante, soit une série d'erreurs de mystification et de jeux d'imagination. On pourrait penser qu'on peut clore l'affaire. Mais est-ce si simple? La plus grande énigme du XXe siècle n'est-elle qu'une histoire de gros poissons? Non. Parce que le véritable mystère du Loch Ness n'est pas un mystère zoologique, c'est un mystère psychologique. Le mystère de pourquoi nous voulons désespérément que le monstre existe. Le Loch Ness est la scène parfaite pour la naissance d'un mythe. Ce n'est pas simplement un lac, c'est une fissure, la plus profonde crevasse de la croûte terrestre remplie d'eau. Il est long, étroit et incroyablement profond. Son volume d'eau est supérieur à celui de tous les lacs d'Angleterre et du pays de Galles réunis. Mais le plus important, c'est son eau. Elle est noire impénétrable. En raison de la forte teneur en tourbe lessivée des collines environnantes, la visibilité sous l'eau est pratiquement nulle. Déjà à quelques mètres de profondeur, c'est la nuit éternelle. Cela crée un puissant effet psychologique. Nous regardons cette surface noire et silencieuse, et notre cerveau, ne recevant aucune information visuelle, commence à combler le vide avec nos peurs les plus anciennes et primordiales. La peur de l'obscurité, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui pourrait se cacher dans les profondeurs. Le Loch Ness est un gigantesque test de Rorschach, et dans ce chaudron parfait pour la création de mythes, de nouveaux ingrédients ont été ajoutés en 1933. Les médias, le tourisme de masse, et l'inconscient collectif en quête de miracles dans un monde de plus en plus rationnel et ennuyeux. La légende de Nessie est un exemple classique de ce que les sociologues appellent à Pontiac la construction sociale de la réalité. Elle a été créée non par un monstre, mais par des gens, des journalistes à la recherche de sensations, des habitants ayant trouvé une mine d'or sous forme de touristes, et des milliers de personnes ordinaires qui voulaient croire. Un phénomène psychologique appelé pareidolie. Notre tendance à voir des formes familières comme des visages ou des animaux dans des objets aléatoires explique la plupart des observations. Un tronc flottant dans le brouillard, une vague d'un bateau, un groupe d'oiseaux plongeant, dans de mauvaises conditions de visibilité, et un fort désir de voir un miracle, tout cela se transforme facilement en un long coup et des bosses. Et ensuite, l'effet de confirmation entre en jeu. Nous avons tendance à chercher et à interpréter l'information de manière à confirmer nos croyances existantes. Une personne se rendant au Loch Ness dans l'espoir de voir le monstre cherchera inconsciemment à le trouver. Et tout éclat mystérieux sur l'eau sera pour elle une preuve. Mais même la révélation de mystification comme la photographie du chirurgien n'a pas tué la légende. Pourquoi? Parce que le mythe s'est avéré plus fort que les faits. Il satisfait notre besoin profond de mystère, l'idée que le monde n'est pas complètement exploré. Que quelque part là-bas, au-delà de notre expérience quotidienne, il existe encore des mondes perdus et des créatures inconnues. À une époque où des satellites voient chaque mètre de la planète, le Loch Ness est resté l'une des dernières zones blanches sur la carte, le dernier refuge pour les dragons. Et bien sûr l'économie. La légende de Nessie est une industrie multimillionnaire. Le tourisme est le sang de l'économie des Highlands, et Nessie en est le cœur. Les habitants, même les plus grands sceptiques, ont tout intérêt à maintenir le mythe. Ils ne mentent pas. Ils jouent à un jeu qui profite à tous. Ils ne vendent pas un monstre, ils vendent de l'espoir. L'espoir d'un miracle. Alors que nous avons, nous, finalement, d'un côté des données scientifiques strictes qui nous disent qu'il n'y a pas de plésiosaure dans le lac. De l'autre, un puissant phénomène culturel qui refuse de mourir. La vérité se trouve probablement quelque part au milieu. Il se passe effectivement quelque chose d'étrange dans le lac. Cela pourrait être des anguilles géantes. Cela pourrait être des phénomènes de vagues inhabituelles comme des vagues stationnaires ou des sèches. Cela pourrait être des émissions de gaz naturels du fond créant des bulles et des remous à la surface. Mais tous ces phénomènes réels et physiques passent par le filtre de notre conscience, de notre imagination, de notre culture. Et au bout du compte, cela donne un monstre. Nessie n'est pas un être de chair et de sang. C'est un être de mythe et de psychologie. Il vit non pas tant dans le lac, mais en nous-mêmes. Et c'est pourquoi il ne peut être tué ni par un sonar, ni par une analyse ADN. Notre enquête touche à sa fin. Nous avons suivi le parcours de la légende depuis les mythes celtes jusqu'au laboratoire génétique. Nous avons démystifié des mystifications et expliqué la plupart des énigmes. Mais comme dans tout bon roman policier, même après que le principal coupable a été trouvé, des questions demeurent. Des questions troublantes et inconfortables qui nous empêchent de clore définitivement cette affaire. Oui, la théorie de l'anguille géante est la plus plausible, mais elle n'est pas prouvée.
Personne n'a encore capturé, photographié ou filmé une anguille de la taille d'un bateau. Si elles existent, pourquoi sont-elles si insaisissables et quelle taille peuvent-elles réellement atteindre? Cette question reste ouverte. Qu'en est-il des contacts sonars les plus étranges, ceux qui se déplaçaient à une vitesse dépassant les capacités de tout poisson et effectuaient des manœuvres verticales brusques? Des phénomènes hydrologiques ou géologiques inconnus pourraient-ils exister dans le lac, créant ces mirages acoustiques? Ou savons-nous simplement encore trop peu sur le comportement des habitants connus? Et enfin, la question la plus importante, presque philosophique. Si Nessie est le produit de notre imagination, pourquoi ce symbole précisément? Pourquoi un plésiosaure? Pourquoi ici, dans ce lac? Qu'est-ce qui fait que cet endroit est devenu un aimant mondial pour la croyance au miracle? Peut-être que la réponse réside dans le fait que nous avons besoin de tels lieux. Nous avons besoin de mystères. Dans un monde prévisible et technologique, nous avons besoin d'endroits où l'impossible est encore possible. Le Loch Ness n'est pas simplement un lac, c'est une réserve pour notre imagination. L'histoire de la recherche de Nessie n'est pas une histoire de monstres, c'est une histoire de nous, de notre curiosité, de notre crédulité, de notre soif de découverte. Des décennies de recherche. Quels qu'aient été leurs résultats, elles ont été d'une immense valeur. Elles ont conduit au développement de nouvelles technologies pour la recherche sous-marine. Elles nous ont donné des connaissances inestimables sur l'écologie de ce lac d'eau douce unique. Elles nous ont appris à distinguer les faits des fictions. La légende du monstre du Loch Ness ne mourra probablement jamais. Et peut-être c'est tant mieux. Parce que tant que les gens regardent l'eau sombre et silencieuse et se posent la question « et si ?» l'esprit de l'explorateur, du rêveur et de l'enfant qui croit encore au dragon vivra en nous. Que pensez-vous? L'hypothèse de l'anguille géante est-elle la réponse définitive? Ou croyez-vous que dans les profondeurs glaciales du Loch Ness se cache encore quelque chose de plus grand? De plus grand, laquelle des énigmes de ce lac vous a le plus frappé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette enquête n'est pas terminée. Elle passe simplement à un nouveau niveau. Un niveau où la science rencontre le mythe et la réalité se heurte à ce en quoi nous choisissons de croire. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.